Le dictionnaire Le Robert définit l'inflation, je cite, comme l'accroissement excessif des instruments de paiement, billets de banque, capitaux, entraînant une hausse des prix et une dépréciation de la monnaie. Fin de citation. En clair, le dictionnaire reprend la pratique monétariste des banques centrales qui présuppose qu'un excès de création monétaire provoquerait systématiquement une inflation. Cette pratique consiste à augmenter arbitrairement les taux d'intérêt, l'argent coûtant plus cher, mécaniquement, une récession économique s'installe. Les prix baissent, l'inflation est alors contenue. Mais qui dit récession dit aussi austérité pour les peuples. Augmentation du chômage, les petits font faillite, on ne prête qu'aux riches, le pouvoir d'achat des ménages diminue, la pauvreté augmente, les rentrées fiscales diminuent. L'économie est en berne. L'inflation retombe à 2% et l'économie repart jusqu'à la prochaine crise. Le cercle vicieux est bouclé. Mais d'où nous vient cette théorie monétariste ? Le site économie.gouv.fr y répond. Je cite. Milton Friedman est le père du courant monétariste et a notamment réactivé la théorie quantitative de la monnaie. Selon celle-ci, c'est l'augmentation de la masse monétaire qui est la cause unique de la hausse des prix. L'article cite Friedman lui-même. L'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire en ce sens qu'elle est et qu'elle ne peut être générée que par une augmentation de la quantité de monnaie plus rapide que celle de la production, écrit-il en 1970. Fin de citation. Or, nous allons voir que l'histoire de l'inflation montre tout autre chose. Cela dit, ma question reste entière. Quel est ce lien causal entre excès de monnaie et inflation ? Je suis arrivé sur un autre site du gouvernement, viepublique.fr, / écoutez bien, inflation, rôle de la masse monétaire. J'étais pile au bon endroit. Réponse à ma question, aucune. Rien qui justifie un lien quelconque entre création monétaire et inflation. Cependant, toujours selon le même site, il est clair que la création monétaire ex nihilo a servi à acheter des dettes d'État pour monétiser leurs déficits, ou plutôt nos déficits. Je le cite. Cette augmentation, c'est-à-dire l'accroissement anormal de la masse monétaire, est due à une forte hausse des dépenses publiques, financée par des volumes records d'émissions de dettes publiques, et à la très importante création monétaire des banques centrales, notamment l'achat de titres publics, et des banques commerciales. Fin de citation. Il faut comprendre que la création monétaire pour les banques commerciales qui financent l'économie réelle est normale. C'est l'excès qui est en question et qui pose problème. Mais d'où viennent ces déficits ? Une nouvelle enquête indépendante, titrée « Le grand détournement », raconte que l'État français finance le secteur privé, tout confondu, à hauteur de 270 milliards d'euros par an. Ainsi, depuis l'élection du président Macron en 2017, il aura déversé en 7 ans 1120 milliards dans l'économie privée, soit 160 milliards de moyenne par an. Or, en 2023, par exemple, le déficit était de 176 milliards. Notez la correspondance des chiffres. Et c'est ainsi que M. Macron a creusé notre dette souveraine de 1000 milliards. Autrement dit, l'excès de monnaie ex nihilo fait trop petit tour dans la finance privée, les actions, les obligations, les dividendes, donc enrichit les riches et creuse inlassablement les déficits publics. Thèse défendue par le banquier d'affaires Raffaello Rossello. J'ai, je crois, détailler au mieux ce cercle pernicieux entre argent public et argent privé dans notre étude préalable sur le drame de la spéculation. Dès lors, la pratique des taux d'intérêt des banques centrales, la thèse Friedman, n'est finalement qu'une supercherie de plus. Certes, elle endigue mécaniquement l'inflation, mais au prix d'un lourd tribut suite à la récession économique qu'elle impose. Et pourquoi ?
pas à cause de l'économie réelle, mais pour masquer l'utilisation immorale de cet excès de création ex nihilo. Ce n'est donc pas elle qui crée directement l'inflation, contrairement à la thèse Friedman. Cet argent public, ex nihilo, finance en réalité la spéculation financière, quasiment étanche à l'économie réelle. Et qu'importent les conséquences sur la santé économique du pays, sur les classes moyennes et les pauvres. Le néolibéralisme, depuis 1971, date à laquelle Nixon a supprimé les talons or, protège d'abord les riches. Notez 1970 pour Friedman, 1971 pour Nixon et 1972 pour le rapport Meadows, qui nous a avertis déjà de ce qui se passe aujourd'hui 50 ans plus tard, c'est-à-dire double faillite économique et écologique. Ce qui ne répond pas à la question d'où vient l'inflation, puisqu'elle ne provient pas de l'excès de monnaie ex nihilo. On l'aura compris, cette dernière finance la spéculation mobilière sur le dos des déficits. Rappelons qu'en 2017, M. Macron a supprimé l'impôt sur la grande fortune mobilière au prétexte de relancer l'investissement dans l'économie. Or, les études depuis montrent que c'est faux. Et à présent, nous savons pourquoi. L'argent public va à l'économie financière et non à l'économie réelle. Rappelons aussi que 99,7% de l'activité boursière à Paris, soit quand même 3 300 milliards par an, va à la spéculation. Or, l'inflation, c'est juste une augmentation subite des prix. Mais pourquoi ? Et pourquoi l'inflation fait-elle si peur ? Il suffirait que les salaires suivent l'inflation. Mais alors les prix de revient des entreprises augmenteraient, ce qui majorerait les prix de vente, donc l'effet inverse recherché. L'inflation nourrirait l'inflation à l'infini. Il y a une seconde réponse. Parce que, nous dit le même dictionnaire, souvenez-vous, il y aurait une dépréciation de la monnaie. Donc les possédants verraient la valorisation de leur patrimoine diminuer de manière importante. Bref, l'inflation n'est bonne pour personne. Dont acte. Mais d'où vient l'inflation ? Une autre théorie économique répond d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. En effet, suite à l'inflation de 2022, dans un article titré « Une offre qui ne suit pas la demande », la Banque transatlantique se demande quelles sont les causes de cette hausse mondiale des prix. On pourrait, dit-elle, d'abord l'expliquer par la très forte reprise économique survenue après 2 ans de confinement successifs. Je la cite. En effet, en 2020 et 2021, les ménages ont fortement diminué leur consommation du fait de la pandémie de Covid-19. De ce fait, ils ont accumulé un niveau d'épargne très important. Par exemple, fin 2021, les ménages français disposaient de plus de 300 milliards d'euros sur leur compte en banque. Cet excès d'épargne a été possible grâce à l'aide des banques centrales. Ces dernières ont en effet créé ex nihilo de la monnaie et ont acheté avec cette monnaie nouvellement créée des obligations d'État. Sans elles, les États n'auraient donc pas pu emprunter à des taux aussi bas et prendre à leur charge les salaires des employés confinés ou encore envoyer des chèques de stimulus à la population comme ce fut le cas aux États-Unis. Mais une fois la pandémie et les campagnes de vaccination terminées, la demande est très vite repartie. Les ménages ont tout de suite commencé à dépenser cette manne accumulée. Les consommateurs sont retournés au restaurant, ont voyagé de nouveau, refait leur intérieur, déménagé ou encore changé de véhicule. Malheureusement, l'offre n'a pas suivi au même rythme. En effet, remettre en route une usine, recruter des serveurs ou encore transporter un conteneur de l'Asie vers l'Europe prend du temps. Cette distorsion entre une demande vigoureuse d'un côté et une offre qui de l'autre côté tardait à arriver a fait monter l'ensemble des prix pour les biens et les services. Plus récemment, en 2022, ce phénomène que beaucoup pensaient temporaire a été accentué par 2 événements, la guerre en Ukraine et le reconfinement en Chine. Fin de citation.
Notez que tant par la définition du dictionnaire que de l'article ci-dessus, il n'est jamais question de spéculation. Dont acte, mais les faits sont têtus. En effet, comme nous venons de le voir, en 2022, pour la première fois, apparaît d'un coup une inflation au niveau mondial. Ça mérite toute notre attention. Aussi, relisons Nicolas Framond dans Parasite, car il me semble que c'est précisément la véritable cause de l'inflation de 2022. Je le cite. Le secteur du transport maritime est dominé par 4 géants mondiaux, dont l'ensemble des pays sont dépendants pour échanger leurs marchandises. Et il les cite. MSC, famille Aponte, Maex, famille Moller, Costco, ça c'est l'État chinois, et CMA, CGM, famille Saadé, c'est les Français, ont même conclu des alliances stratégiques et techniques, Ocean Alliance. Il faut dire, poursuit l'auteur, que la réussite est au rendez-vous, car le commerce international a le vent en poupe et a considérablement augmenté ses tarifs depuis la pandémie de Covid. Au point de susciter les foudres de Joe Biden, le président des États-Unis a en effet exigé des enquêtes détaillées sur cette envolée des coûts du transport international qui nourrit l'inflation planétaire actuelle. J'ai également précisé, selon le site RTL, 90% des échanges mondiaux de marchandises se font par voie maritime. Fin de citation. Ce qui a évidemment entraîné toute une chaîne d'augmentation des prix, d'intermédiaire en intermédiaire, et engendré des bénéfices extraordinaires, notamment chez les multinationales d'énergie et agroalimentaire en 2022. Comment ne pas faire le lien quand l'auteur lui-même, qui n'est pas un économiste mais un sociologue, l'écrit en toutes lettres? L'envolée des coûts du transport international qui nourrit l'inflation planétaire actuelle. On ne peut être plus clair. Remontons à présent au premier choc pétrolier en 1973. Il résulte d'une position spéculative de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, qui décida d'un embargo sur le pétrole suite à l'annonce concernant l'épuisement des réserves de pétrole aux États-Unis, premier producteur du monde à l'époque. Bref, dès que le contexte le permet, l'être humain spécule. J'ai déjà cité 2 exemples historiques dans l'étude précédente. Ils sont doublement intéressants selon si on se place du côté spéculation ou du côté inflation. Elles sont comme les 2 faces d'une même pièce de monnaie. Remontons plus avant donc. En 1873, je cite, « La Grande Dépression a été précédée par un double mouvement de spéculation immobilière et de spéculation boursière, découlant de la libéralisation bancaire des années 1870 dans plusieurs pays d'Europe. » Fin de citation. Notez, libération bancaire, l'argent coule à flot, donc spéculation, donc crise. Comme en 1929, je cite encore, où l'effondrement des marchés boursiers, suite à l'explosion d'une bulle spéculative, a poussé des millions d'Américains à acheter des actions par le biais de fonds d'investissement qui se sont écroulés les uns après les autres. Fin de citation. Notez à nouveau le lien entre l'argent coule à flot, donc spéculation, donc crise. Rappelons aussi l'exemple tiré de l'économie pour les nuls. Je cite, « À la bourse, le boom était alimenté par les achats et les ventes à crédit et le développement de sociétés d'investissement. Ces sociétés n'avaient à leur actif que des actions et proposaient leurs propres actions à la vente. Une sorte de système de poupée russe à l'envers, où la hausse alimentait la hausse, d'autant plus que ces sociétés s'achetaient mutuellement leurs actions. Ces systèmes attiraient des spéculateurs du dimanche, enthousiasmes et imprudents, auxquels les banques prêtaient sans retenue. » Fin de citation. À nouveau, notez, achat et vente à crédit, les banques prêtaient sans retenue, donc spéculation, donc crise, donc austérité. En revanche, dès qu'une multinationale, supposée grâce aux circonstances externes,
détient le monopole des prix, elle en abuse. Or, ce n'est pas la guerre en Ukraine qui a provoqué l'inflation. C'est juste une circonstance qui donna le prétexte aux compagnies distribuant l'énergie ou le blé ukrainien d'augmenter volontairement leurs prix. Puisque la libre concurrence néolibérale interdit au gouvernement de les fixer. Ce fut le cas donc des 4 compagnies maritimes, comme des grands distributeurs agroalimentaires. D'où leurs bénéfices indécents en 2022, pendant que le reste des populations s'appauvrissait. Regardons maintenant de plus près l'histoire de l'inflation. Selon franceinflation.com, depuis la spéculation de l'OPEP sur le pétrole en 1973, le taux d'inflation a varié de 5 à 10% par an jusqu'en 1985. Et pour cause, puisque toutes nos productions dépendaient du pétrole, le prix de ce dernier se répercutait régulièrement sur les produits manufacturés. Jean-Marc Jancovici nous l'a assez répété, sans pétrole, le monde s'arrête. Or, depuis 1986 jusqu'en 2022, le taux d'inflation varie entre 1 et 2% par an. Mais que s'est-il passé entre-temps? Les accords européens de Maastricht en 1992, le monde financier européen s'est recomposé avec à sa tête la BCE, la Banque Centrale Européenne, en 1998, dont la principale mission est de créer la monnaie ex nihilo et de veiller sur le taux d'inflation comme on veille le lait sur le feu. Et c'est à cette période que le cercle pernicieux de tout à l'heure, entre argent public et argent privé, s'est mis en place. Mais comme les possédants en veulent toujours plus, la crise spéculative des subprimes de 2007-2008 leur explose à la figure. Qu'à cela ne tienne, on couvre les banques avec l'argent public de la BCE. Et je vous renvoie à Gaël Giraud dans Illusion financière. Puis en 2015, la monnaie ex nihilo de la BCE coule à nouveau à flot, perdue dans les méandres de la finance où encore une fois les milliards ont profité à la spéculation par l'intermédiaire des déficits publics. Et c'est en 2017 que M. Macron va faire un festival avec l'argent public. Or, depuis 1986, pas d'inflation. Je cite à nouveau viepublique.fr. Le phénomène de l'inflation est très complexe. Il n'obéit pas mécaniquement à la théorie quantitative classique, celle de Friedman, selon laquelle l'inflation serait d'abord un phénomène monétaire. Une augmentation de la quantité de monnaie en circulation implique tôt ou tard la hausse de l'inflation. Lors de la longue phase de taux directeur très bas, cette longue phase c'est 25 ans quand même, les banques centrales ont largement contribué à la création monétaire sans que cette forte hausse de la masse monétaire n'ait fait bouger l'inflation. Bien sûr, hors valeurs mobilières et immobilières. Fin de citation. Vous noterez donc que pendant 36 ans, de 1986 à 2022, pas d'inflation. Donc la théorie monétaire de Friedman est bien une supercherie qui a des effets désastreux sur l'économie réelle. Alors non seulement l'État néolibéral vole l'argent public au profit de l'économie financière au lieu de l'investir dans l'économie réelle et les services publics, mais de surcroît, quand inflation il y a, il plombe l'économie réelle avec sa politique d'austérité au nom d'une théorie chimérique. En clair, l'État néolibéral enrichit les riches avec l'argent volé au peuple. Notez qu'en ce moment, novembre 2025, leur montage financier s'avère une telle pyramide de Ponzi que même l'État néolibéral prend peur. Sauf que leur seule réponse, c'est encore l'austérité pour les Français, c'est-à-dire les voler. Concernant la déflation, suivons le même raisonnement mais à l'envers. On ne spécule plus pour s'enrichir, on spécule pour ne plus perdre. Dans les deux cas, l'argent ne profite jamais à l'économie réelle. C'est le cas emblématique du Japon, pays en constante déflation. Je cite l'économie pour les nuls. Tout a commencé dans la deuxième moitié des années 1980, par une immense bulle spéculative
porté par la bonne santé du pays, c'était le Made in Japan, qui a fait flamber outre mesure la bourse et l'immobilier, comme d'habitude. Puis la bulle a éclaté en 1990 et le Japon connaît depuis une crise sans fin que sont venues aggraver catastrophes naturelles et technologiques. Après une décennie d'hésitation et après que le système financier a été au bord de l'implosion, on est en 1999, la Banque du Japon s'est lancée dans une politique de quantitative easing, c'est-à-dire une émission massive de monnaie, mettant l'économie sous perfusion et faisant exploser la dette publique, 220% quand même du PIB en 2013. Cette politique, dont certains rêvent pour l'Europe et qui a eu des effets positifs aux États-Unis, s'est soldée par un résultat nul. Non seulement l'économie n'est pas repartie, mais les effets pervers se sont multipliés. L'investissement et la demande interne sont en berne, alors que les profits et les actifs financiers des entreprises augmentent. Le Nikkei semble détaché de la réalité économique du pays. Où va l'argent injecté? Mystère, répond l'auteur. On a vu se développer le carry trade, l'argent emprunté à bateau au Japon et placé ailleurs dans le monde. L'essentiel de la leçon japonaise est là. Le pays est tombé dans la fameuse trappe à liquidité analysée par Keynes. L'argent injecté ne sert à rien si ce n'est à augmenter la dette. Fin de citation. Notez que là encore, la création monétaire ex nihilo à faible coût d'intérêt, donc l'argent du peuple japonais, est exportée hors du Japon en vue de spéculer sur un taux d'intérêt supérieur et a pour conséquence, comme d'habitude, d'augmenter la dette nationale. La déflation n'est que de l'inflation inversée. Aux mêmes causes inversées, les mêmes effets. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse d'inflation ou de déflation, la spéculation n'est jamais très loin. Cependant, il convient de bien distinguer spéculation et investissement. Aujourd'hui, la confusion est totale. Par exemple, il existe pléthore de sites internet ou de chaînes vidéo qui proposent toutes sortes d'investissements, comme de placer votre épargne, bien sûr, alors qu'il ne s'agit que de spéculation. La différence est pourtant très simple à comprendre. Spéculer, c'est placer son argent pour produire de l'argent, tandis que l'objectif d'un investissement consiste en premier lieu à placer son argent dans la production de biens et de services utiles au bien commun. Celui-là ne pense qu'à s'enrichir, celui-ci espère que son argent sera d'abord utile, comme fabriquer ou produire, l'enrichissement étant la cerise sur le gâteau. Or, difficile d'espérer cette générosité de la part du privé. Dès lors, c'est le rôle de l'État d'investir dans les biens communs, sans retour sur investissement. Écoles, hôpitaux, infrastructures, recherche, santé, etc. Tandis que le privé, lui, vise la production de biens et de services certes utiles, mais bien évidemment dans l'attente d'un retour sur investissement, et ainsi pérenniser son entreprise. Cette confusion étant levée, résumons. La banque centrale, les banques centrales, face à l'inflation, augmente arbitrairement les taux directeurs de l'argent. Cette volonté arbitraire s'avère très importante à comprendre. C'est elle qui gouverne l'économie, et personne d'autre, et de surcroît de manière antidémocratique. Du coup, les transactions économiques diminuent, les rentrées fiscales chutent, le chômage augmente, et c'est la sempiternelle austérité pour les peuples. Les riches, quant à eux, voient étrangement leur richesse augmenter. J'en ai donné 2 exemples manifestes dans le podcast « Le drame de la spéculation ». En effet, depuis le début de cette étude sur la spéculation et l'inflation, les chiffres sont éloquents et montrent un paradoxe. La période de pandémie, pendant et après, fut de ce point de vue un laboratoire révélateur. Alors que l'économie réelle était en berne, que les commerçants et les PME s'appauvrissaient, les ultra-riches s'enrichissaient plus vite que d'habitude. Mais tout s'explique dès que l'on suit l'argent public et comment il revient en déficit. C'est bien connu, pour comprendre le crime, suit la piste de l'argent. Bref, concluons. Les gouvernants et les économistes
sur les pas de Friedman, s'accordent sur le fait que trop de monnaie déversée crée de l'inflation. Eh bien, face à cette duperie, ma réponse est la suivante. Si ce trop-plein de monnaie, en tant qu'argent des peuples, ne servait qu'à investir dans les biens communs, hôpitaux, crèches, universités, recherche, santé, etc., je ne vois pas comment ces investissements seraient inflationnistes. En revanche, déverser ce même trop-plein dans les milieux financiers et boursiers, alors vous aurez de la spéculation et non de l'inflation. Rappelons que de 2016 à 2022, la BCE a créé ex nihilo 2600 milliards d'euros à taux zéro. Sur qui les a-t-elle déversés? Combien de milliards ont-ils été dévolus à la spéculation? Combien cet argent gratuit a-t-il rapporté? Et à qui? En revanche, quand un prix augmente, quand inflation il y a, derrière, il y a un pouvoir humain toxique et non une sorte de fatalité macroéconomique. Enfin, pour compléter ma réponse, s'agissant d'argent, de création ex nihilo, la vraie question que nous allons nous poser dans le prochain podcast est la suivante. L'argent magique existe-t-il depuis toujours? C'est-à-dire une création ex nihilo, illimitée, gratuite et non remboursable? Eh bien, ma réponse est oui, car cet argent magique n'est que la matérialisation en monnaie des richesses et des ressources offertes depuis toujours par la nature à l'humanité, elles aussi de manière illimitée, gratuite et non remboursable. Et je n'invente rien. Je vais m'appuyer sur le livre d'une économiste américaine, Stephanie Kelton, son titre « Le mythe de la dette ». Et c'est ici que l'espoir des peuples peut renaître. Alors encore une fois, pardon pour mes bafouillages, grand merci pour votre patience. Et allez écouter l'argent magique, ça vaut son pesant d'or.